Bonjour Florence et bienvenue sur ce sommet dédié à l'instruction en famille. Bonjour Elisabeth, merci de ton invitation. Avec plaisir, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Pour faire une petite introduction courte, tu es édukinésiologue. Tu es aussi maman d'une fille de 10 ans avec laquelle tu pratiques l'instruction en famille et tu es du Maine-et-Loire. Tout à fait. C'est bien ça. Et Oui, aujourd'hui, tu nous proposes de parler de ta profession, de ton métier et des enfants que tu rencontres oui. dans ce cadre-là. Et tu nous as préparé une super présentation. Je te laisse peut-être t'introduire davantage si tu veux. N'hésite pas. Oui, alors voilà, avec mon époux, on est arrivé dans l'univers de l'instruction en famille il y a maintenant 4 ans et demi avec notre fille. Et puis voilà, on a commencé une aventure sans savoir vraiment où ça allait nous mener et puis comment ça allait se dérouler. Et puis suite à ça, par rapport à mon travail, j'ai été amenée à rencontrer pas mal de familles en instruction en famille et puis qui ont fait appel à moi pour leurs besoins d'éducation et les difficultés rencontrées par leurs enfants dans les apprentissages. Et c'est comme ça qu'on a fini par entrer en contact toutes les deux aussi, et puis qu'on est là maintenant pour cette présentation. Eh ben, je te remercie. Je mets la diapo hop, en route. Et, euh, et je te laisse dérouler. Moi, j'interviens vraiment en mode complément d'information, en mode Question. voilà, question, parce que je pense qu'il y en aura. On a eu déjà un premier échange par téléphone qui était très Oui. riche euh, et très intéressant. Moi, personnellement, je ne connaissais pas l'édukinésiologie. Donc, je te laisse faire la présentation et puis si besoin, je te couperai avec grand intérêt. Alors, hop, alors je vais me cliquer, je vais me mettre à l'aise pour voir tout ça. Voilà. Alors, hop, on va jongler. Voilà. Donc, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il va y avoir trois grandes parties. Donc, on va s'axer dans un premier temps sur les difficultés d'apprentissage que peuvent rencontrer les enfants. Puis, l'on parlera des bienfaits de l'instruction en famille pour l'enfant et ses apprentissages. Donc, je me suis beaucoup tournée par rapport au point de vue de l'enfant, là aujourd'hui sur cette présentation. C'est un choix là sur la présentation. Et puis, en plus des questions-réponses qu'on pourra se faire tout au long de cette présentation, on se remettra un temps de questions-réponses à la fin pour faire un petit point sur tout ça. Voilà les grandes lignes de ce qui va dérouler. Donc juste un petit mot parce que cette première partie de conférence, donc je la diffuse avec une association que l'on a montée pour diffuser des enseignements un petit peu différents et puis une approche de l'enfant un peu différent. Donc cette association, donc, qui a principalement pour but la formation et la diffusion d'informations, s'appelle l'EFEC, École française d'édukinésiologie. Alors, l'édukinésiologie. Alors moi, c'est un terme que j'ai trouvé à l'étranger, qui est très peu pratiqué en France et qui est un petit peu confondu des fois avec l'éducation kinesthésique. Donc il y a des semblants de mots des fois qui peuvent un petit peu se ressembler et puis se mélanger. Donc moi, dans ce domaine-là, je vais redéfinir un petit peu ce que c'est. Moi, je travaille en tant que consultant, donc je suis enseignant-formateur et donc on me consulte pour les besoins que rencontrent les personnes. Je fais également de la guidance parentale. J'ai créé, après plus de 3 ans de travail, j'ai créé une formation en ligne de yoga de la vision, mais qui englobe ce genre de technique, et puis sur les domaines de la cognition. Et puis si des professionnels ont besoin de certaines connaissances ou certaines techniques,
dans le suivi d'un enfant. Donc, dans ce cas-là, ça peut être à distance, des enfants qui sont suivis par des orthophonistes ou par des enseignants. Dans ce cas-là, je travaille aussi sous forme de supervision professionnelle en apportant un regard différent à la situation et aux besoins qu'ils ont par rapport à cet enfant. Alors, petite définition. Je vais faire très, très académique. Donc, la kinésiologie, donc c'est un terme qui vient du grec avec kinésis et qui est lié au mouvement. Et logos, qui est lié à l'étude et la science. Donc, kinésio, c'est, d'un point de vue étymologique et sémantique, c'est l'étude du mouvement. Le petit mot édu qui est rajouté devant, c'est relatif à l'éducation et aux facultés cognitives, c'est-à-dire aux capacités qu'a le corps à pouvoir apprendre. Et donc, si on redonne une définition de l'édukinésiologie, c'est la science de la santé et de l'éducation par les mouvements naturels. Okay. Voilà pour la partie définition. Très bien. Ensuite, moi, mes univers de prédilection, puisqu'après, chaque praticien, chaque enseignant peut avoir des matières ou des outils un petit peu différents dans ses pratiques. Donc, moi, mes univers de prédilection, ce seront donc la cognition, donc c'est ce qui concerne la façon dont le corps apprend, sachant que depuis qu'il est dans le ventre, le fœtus et le bébé passent son temps à apprendre pour pouvoir croître et se développer. Le mouvement, ça a une part très, très importante de par une carrière importante que j'ai eue, je vais l'expliquer ensuite. La proprioception qui est liée au mouvement, c'est la faculté de pouvoir percevoir comment un corps est dans l'espace, donc par exemple mon corps, comment il est positionné dans l'espace, mais sans la vue. La proprioception, c'est une capacité que l'on a alors que la vue, elle, n'est pas nécessaire. Par contre, la vue peut interagir avec la proprioception. Les réflexes, mais qui sont liés également au mouvement, la posture, des choses comme ça. Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée aux émotions avec des travaux d'un Américain qui s'appelle Paul Ekman et parce que tout ce qu'on a comme réaction par rapport à l'enfant est extrêmement lié aux émotions. Et tu vas voir que j'ai une approche et une définition des émotions qui n'est pas la même que celle du grand public ou telle qu'elle est enseignée en France, on va dire, parce qu'il y a d'autres pays où c'est enseigné un peu différemment. Et puis la vision, puisque j'ai eu la chance aussi, de par mon parcours, d'être formée là sur les dernières années dans le domaine de la vision. Donc voilà pour les grands chapitres on va pas dire de compétences, mais dans lesquels j'évolue, avec lesquels je travaille. Donc le mouvement, parce que j'ai une grande carrière, voilà, ça fait vieille dame, mais j'ai plus de 30 ans de carrière en tant que professeure de danse et chorégraphe. Donc je n'exerce plus maintenant dans ces domaines-là, mais j'ai fait beaucoup d'années et pas mal de choses. Voilà, j'avais monté mon établissement, j'ai travaillé à Paris pendant des années, j'intervenais chez des particuliers pour des chorégraphies de mariage, mais aussi chez des professionnels pour des spectacles, enfin différentes choses. Suite à tout ça, alors avant, j'avais pas encore fini, je travaillais encore dans le monde de la danse et puis du spectacle, mais parallèlement, j'ai passé un diplôme à 38 ans de coach sportif, on va dire, mais spécialisé sur l'accompagnement individualisé des personnes par rapport à leurs blessures ou par rapport à leurs difficultés de performance. Et mon choix a été de me spécialiser sur le public enfant. Déjà, donc j'ai fait ma soutenance sur les enfants et donc sur leurs difficultés physiques et puis d'évolution physique. En parallèle, dans cette période-là, j'ai aussi passé, après 4 ans d'études, un professorat de yoga, donc de hatha yoga, auprès de l'école française, de la Fédération française des écoles de yoga, pardon. Donc voilà pour cette partie un peu théorique. Avant, dans ma petite jeunesse, donc j'ai un bac, un BTS, un diplôme de marketing européen et voilà, un cursus un peu plus classique, on va dire. Classique. Mais... voilà. Et puis, donc, les émotions, je les ai travaillées beaucoup avec mon travail de comédie musicale, avec le travail de yoga sur lequel j'ai développé beaucoup de choses.
Les travaux de Paul Ekman, comme je disais tout à l'heure, que j'ai beaucoup, beaucoup étudiés et qui sont vraiment une très grande source d'informations pour comprendre les émotions et puis leur interprétation et comment fonctionnent les enfants, mais les adultes aussi. La cognition, bah, c'est toutes les façons dont on peut apprendre et comment le corps apprend. Et j'ai eu, de par mon expérience en tant que professeur de danse ou en comédie musicale ou différentes interventions, on m'a sollicité avec différents publics. Et quand je me sentais en compétence de le faire, j'ai répondu oui. Donc j'ai travaillé aussi en collaboration avec des IME, des EHPAD. J'ai eu des élèves non-voyants à qui j'ai fait des cours de danse. Donc j'étais une des premières professeurs il y a 30 ans à faire ça sur Paris avec différentes personnes. J'ai travaillé avec des publics voilà, avec différentes pathologies ou différents troubles, on va dire, du développement, mais sans être spécialisée dans le handicap ou en les intégrant dans des cours que je faisais déjà ou en leur donnant des cours, mais voilà, et en leur permettant d'évoluer en fonction de leurs besoins. La vision, c'est un des derniers domaines que j'ai le plus retravaillé, on va dire. Donc, j'ai eu la chance ces dernières années d'être formée au dépistage et à la rééducation des troubles neurovisuels, qui sont des troubles cognitifs, notamment grâce aux formations mises en place par Sylvie Chocron, qui est, alors faut pas que je me trompe dans les titres, mais neuropsychologue, et puis qui a développé par rapport au CNRS et puis à l'hôpital de Rothschild, qui a pendant des années a travaillé là-bas et développé des formations et des outils, surtout avec de la recherche. Elle a fait beaucoup de recherches sur les enfants, sur leurs difficultés d'apprentissage, sur les troubles qui pouvaient être à l'origine de ces difficultés. Et donc, je me suis formée, grâce à ces personnes et ces équipes, à ces dépistages et à ces rééducations pour les enfants, pour les adultes également, mais j'ai choisi un peu de me spécialiser plus sur les enfants. Voilà, tout ça par rapport à la vision. On a aussi toutes les techniques comme la méthode Betz, qui est un ophtalmo qui a travaillé il y a bien une centaine d'années maintenant, sur la vision naturelle et sur la façon dont vous verrez éduquer tout ça. Et puis vous verrez au cours de la présentation à quel point la vision est quelque chose d'essentiel dans l'apprentissage et comment elle est sous-estimée et sous-évaluée dans le fonctionnement par rapport aux enfants. Donc voilà un peu pour la partie plus théorique de mon parcours. Alors j'ai fait des choses assez basiques, ça paraît peut-être un petit peu scolaire, mais c'est important de reprendre un petit peu les bases et de comprendre qu'est-ce que l'enfant finalement, mais pas juste d'un point de vue, là je suis pas sur le point de vue familial, je suis pas sur le point de vue affectif. Là, je vais être un peu plus mécanique, un peu plus anatomique et physiologique, mais c'est un peu ce qui définit l'enfant, c'est qu'il est vraiment très, très physiologique sur ses débuts de vie dans les premières années, Mmh. et on devient un peu plus absolument psychologique, beaucoup plus psychique en étant adulte, on va dire. L'enfant, lui, il a vraiment des réactions très animales et très primitives dès ses débuts. Je reprends des choses un petit peu de base. Donc on a les stades, on a différents stades au niveau de l'enfance qui sont définis. On a le nourrisson, l'enfant et l'adolescence. Alors moi, je considère que tout ça, c'est de l'enfant, mais vu qu'il y a des stages de développement d'alimentation et puis hormonaux différents, voilà, ils ont été classés. Et des fois, il y a encore des sous-classements avec les pré-ados, enfin les post-ados. Mais ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que l'enfant, on est face à un être qui est donc immature, dépendant et qui a une nécessité d'évoluer. Donc l'immaturité, on la comprend bien puisqu'il faut nourrir l'enfant au départ, mais il est immature aussi au niveau cognitif, c'est-à-dire dans ce qu'il doit apprendre et dans ce qu'on peut lui permettre d'apprendre. Dépendant, ça va être de nous, les adultes qui sont autour de lui, et qui vont lui permettre ces évolutions, et une nécessité d'évoluer parce que s'il n'évolue pas, malheureusement, le corps de l'enfant pourra pas vivre. Donc il y a une évolution physiologique qui est extrêmement importante et nécessaire chez l'enfant. On a
ce qu'on appelle la croissance. Alors, on le connaît tous parce que nous, les parents, c'est chouette de changer de vêtements tous les mois ou de chaussures tous les 6 mois des fois. Oui. Des fois, ça va plus vite que ce qu'on pense. Donc la croissance, on la connaît bien en tant que parent, puis on s'aperçoit bien qu'on avait un tout petit bout de chou comme ça dans les bras et puis que maintenant, des fois, ça nous dépasse même, c'est possible. Donc la croissance, ce qui est important de comprendre dans cette croissance, c'est qu'elle est à la fois régulière et à la fois avec des pics. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant vient au monde et avant, il n'est qu'en phase de croissance. Ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'il devienne l'adulte mature. Et des pics parce que du coup, cette croissance, elle va avoir un cycle qu'on va pas vraiment contrôler. C'est la physiologie de l'enfant qui va la faire. Cette croissance, elle n'existe et elle n'est possible que par le mouvement. Physiologiquement, au début, on a des mouvements de cellules. Donc, je suis très large dans le mouvement, moi. C'est vraiment la notion très large de mouvement. C'est vrai qu'on a ces petites cellules qui sont en mouvement et puis qui vont se diviser et puis qui vont permettre au fur et à mesure de former toutes les cellules du corps humain, tout ce qu'on appelle les tissus. Et une fois, enfin même avant qu'ils sortent du corps de la maman, avant la naissance, on a cette croissance qui est présente par le mouvement. C'est-à-dire que ce sont tous ces mouvements qui vont activer de la physiologie, qui vont créer, alors au niveau anatomique, on a ce qu'on appelle des activations ostéoblastes, ostéoclastes, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont cassées, d'autres qui sont reconstruites, et du système osseux qui grandit grâce à ce système de déconstruction-construction. C'est le mouvement qui déconstruit, l'organisme qui reconstruit, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme si une maison pouvait se mettre en place, mais que parce qu'on la bouge un petit peu, puis qu'elle arrive à grandir comme ça. Donc, je résume l'anatomie de façon très simpliste, volontairement, mais c'est de comprendre l'importance de ce mouvement et de tout ce qu'on rencontre, nous, en tant que parents, et puis en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, orthophonistes, tous les gens, psychomotriciens, tous ceux qui sont dans l'univers de l'enfant, et comprendre pourquoi ce mouvement est si présent. Okay. Donc le développement, donc il est constant, mais à rythme variable, puisque chaque enfant, chaque organisme, un peu comme des petites plantes et puis des petites fleurs dans nos jardins ou dans la nature, aura des rythmes différents. Il est soumis à des changements qui sont permanents. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que ce corps, lui, l'enfant, de son point de vue, ce qui est en lui et ce qui évolue autour de lui n'est que changement. D'accord. Ouais. Nous, là où on voit de la stabilité, nous, parce qu'on se dit qu'on a une maison, qu'on a nos pièces plus ou moins rangées, mais qu'on a des choses qu'on va considérer comme stables, lui, l'enfant, sa vie ne va être que changement. Et déjà, ça, c'est un élément dont il faut tenir compte et qui est extrêmement important, parce que si nous, en tant qu'adultes, notre vie changeait autant que celle d'un enfant, on serait bien embêtés. Nous, on est passé à un stade où la vie, voilà. Alors, on change aussi. Alors, donc ces changements sont à la fois donc physiologiques, psychiques et physiques, enfin voilà, et voire énergétiques pour ceux qui évoluent sur d'autres connaissances. Donc, résumé, apprendre est un besoin, une nécessité qu'on ne peut pas stopper, et la cognition, c'est un processus programmé, parce qu'il faut apprendre toutes tes cognitions dans un corps, mais influençable. Donc, on va voir au niveau des environnements, au niveau des personnes, ce qui fait qu'il y a des influences possibles. Je ne sais pas si je ne suis pas trop... C'est parfait. Moi, j'arrive à suivre, donc je me dis que tout le monde arrivera à suivre. C'est top. Terminologie technique et puis que ça reste accessible. C'est très bien. Donc là, j'inviterai les personnes après à rezoomer sur cette image. Normalement, la résolution est plutôt bonne. J'avais fait attention. Elle me vient donc de cette structure-là, naître et grandir, et qui explique les stades de développement de l'enfant avec des mois approximatifs. On n'est pas à la semaine près, mais qui explique comment l'enfant se développe et comment son corps acquiert des compétences différentes. Jusqu'à la marche et puis jusqu'à un âge
qui est plus grand, parce qu'il va être très important de comprendre comment ces compétences-là vont être la base de ce que nous, on va appeler ensuite le français, les maths, le calcul, la géographie, la philosophie, tout ce qu'on veut dans les matières théoriques dites scolaires et qu'on apprend dans le cadre de l'instruction et puis qu'on souhaite inculquer à nos enfants ou transmettre au niveau des connaissances. Et donc là, on a des stades qui sont assez précis, qui ont des particularités, donc je reviendrai sur une ou deux pour expliquer un petit peu ça tout à l'heure après, pour vraiment faire comprendre que ces stades-là sont importants, un peu comme un arbre qui grandit, qui a besoin d'abord d'avoir des racines qui vont d'abord vers le bas, vers la terre, et ensuite qui met une autre structure qui va vers le ciel, qui va être son tronc, et qui va développer ensuite ses branches, ses feuilles, ses fleurs, ses pommes. Et donc là, si ces structures-là, ici, à un moment donné, n'ont pas pu se développer comme il faut, eh bien cet arbre, il n'aura pas forcément le nombre de branches qu'il faut, elles ne seront pas forcément alignées comme il faut, pour pouvoir ensuite reposer ce que j'appelle les matières théoriques qui seront le français, les maths, tout ça, qui devront reposer sur ces branches et reposer sur ces feuilles et sur ces fleurs. Donc voilà pour cette partie développement. Alors, les besoins. Les besoins parce que lui, l'enfant, quand il est avec nous, il est essentiellement tourné sur lui. Nous, on est tourné sur la famille, notre conjoint, notre mari et vers l'enfant. Lui, l'enfant, il est connecté sur lui et puis il va évoluer avec nous, mais il est connecté sur lui d'abord. Et donc, son corps a des objectifs. Donc, on l'a vu, c'est croître, un programme physiologique intrinsèque, puisque pour croître, bouger, qui est une nécessité, je vous en ai parlé sur la déconstruction-reconstruction. Donc, à chaque fois, c'est microscopique, et puis c'est comme ça que la peau grandit, les os grandissent, mais aussi le cerveau, et puis les capacités neurologiques, et puis plein d'éléments physiologiques. Pour faire tout ça, il faut s'alimenter. Et là, on a un rôle phénoménal, nous parents, puisque quand on a un bébé, on comprend bien qu'on va lui donner du lait, de quelque façon que ce soit, naturel ou du lait du commerce, mais il faut l'alimenter. Et puis là, on va comprendre que tout au long du processus, ça va être un élément extrêmement important pour qu'il soit... Oups là, je fais des bêtises. Je vais revenir. J'ai poussé le micro. Ça a sauté d'un coup. Mais voilà. J'ai pas fait trop de bruit. Donc, s'alimenter pour que le développement dont on parle juste avant puisse se faire sainement et efficacement. Apprendre, qui est une autre forme d'alimentation, puisqu'on a vu que son système cognitif, donc apprendre, c'est vraiment quelque chose de très, très large. S'adapter, parce que quand il est dans un environnement, s'il ne peut pas s'adapter à cet environnement, on va voir qu'il va évoluer vers des stress et voir des régressions éventuellement et des blocages de ce développement qu'il a besoin d'avoir. Et se reposer, qui est essentiel, mais même vital, quelquefois plus que s'alimenter, parce que le corps s'auto-alimente, parce qu'on a quand même du stock pour plein de choses dans ce corps. Donc se reposer d'un point de vue qualitatif et quantitatif, et là on verra après également au niveau des apprentissages à quel point le manque de repos est préjudiciable aux apprentissages. Voilà, j'essaye. Donc, porter atteinte à un objectif, donc, dont on a parlé juste avant, ou à un besoin, c'est mettre en place un système d'alarme et de danger dans le corps d'un enfant. C'est mettre en place le système de sécurité qui va être ou l'inhibition ou la fuite ou l'action, donc qui est assez défini pour les gens qui travaillent dans la psychologie, qui connaissent un peu ces processus, mais de façon résumée, c'est ou l'inhibition, c'est-à-dire qu'on s'arrête et on ne fait plus rien, ou la fuite, donc on refuse et on s'en va, quoique le refus peut être une forme d'action, ou l'action qui va être se mettre en activité, mais quelquefois plus que ce n'est nécessaire. Et là, c'est le stress qui s'est mis en route qui aura développé ce système et ces choses qui fonctionneront de façon anormale. Alors,
Quand un enfant rencontre des difficultés, bon, attends, hop, je me mets ça un petit peu de côté, je me fais un petit clic, clic, clic. Je vais essayer de pouvoir avancer. Donc, quand un enfant rencontre des difficultés, normalement, il y a des indices subtils où, dans son comportement, on peut percevoir des choses. La grande difficulté des adultes et des gens qui sont autour de cet enfant, c'est d'avoir la vision et la perception de ces difficultés. Mais lui, l'enfant, on s'apercevra en discutant avec les parents ou en discutant avec des professeurs ou même des camarades, ça peut être d'autres enfants qui nous disent: «Bah oui, tiens, il faisait ça ou il disait ça ou il y avait tel élément qu'on avait observé», et même chez des très petits enfants, hein, de 3-4 ans, ils peuvent nous dire: «Bah tiens, mon copain, lui, il fait ça ou il dit ça», ou voilà, et il y a des choses observables. Donc ces comportements, ils sont effectivement subtils, mais ils sont finalement repérables très tôt dans l'enfance, pardon. Dès l'enfance, non, dans l'enfance. Ils sont repérables très tôt. Le plus difficile, c'est d'avoir tous ces adultes, et moi-même, hein, je n'ai pas les connaissances sur tout, mais d'avoir des adultes qui ont la vision et les éléments de connaissance ou de repérage suffisants pour repérer ces éléments de difficulté. Puisque finalement, avec du recul, des fois, on se dit, bah, on re-questionne et on dit: «Ah bah oui, il y avait ça», ou on regarde une ancienne photo, une ancienne vidéo et puis on se dit: «Bah oui, finalement, on observait tel mouvement ou on observait telle réaction dans telle situation». Donc ces comportements, on les retrouve comment? Bah, avec des émotivités. Donc ça, c'est les comportements qu'on retrouve le plus souvent, hein. Souvent, les parents nous disent: «Bah, le soir, il y a des crises», ou quand il faut apprendre ou aller à l'école, il y a des crises. Quand il faut, même en IEF, on a beau essayer de mettre des cadres, quelquefois, en adaptant beaucoup, beaucoup de choses, on peut être confronté à des émotivités un peu particulières et puis à devoir y répondre. On peut observer des phobies chez l'enfant que l'on va trouver, anodines quelquefois, mais qui auront des réelles fondations et qui seront importantes pour lui. Les stress, j'en ai parlé. Des attachements que l'on va trouver irréguliers, des enfants qui vont pas vouloir se séparer, heu, du parent ou du frère. J'ai aussi des enfants qui sont très attachés à leur frère ou sœur. On peut observer des prises de risques, hein, donc des enfants, qu'on va trouver un petit peu trop, bougeant, mais dans le sens, bah, il va trop souvent au bord de la route alors que je lui ai dit de pas y aller, ou il va trop souvent, sauter de cet arbre, alors que moi, peut-être, j'estime que pour l'instant, il a pas la musculature ou il a pas la maturité pour le faire, et on verra que ces prises de risques, ça peut être, un système d'alarme qui peut nous indiquer, son fonctionnement et pourquoi il fonctionne comme ça. Les attitudes nocturnes, ça en tant que parent, on les connaît. Donc les attitudes nocturnes, c'est assez large, hein. Ça va de la difficulté d'endormissement, j'ai mis un terme générique, à la difficulté avec des réveils possibles, avec ou sans réendormissement possible, et puis avec le besoin d'être tout le temps proche du parent ou de pas pouvoir se réendormir seul. Hem, des communications visuelles qui peuvent être difficiles. Donc là, on le retrouve de façon très flagrante chez les enfants, aux traits autistiques, où on se dit qu'ils ont du mal à regarder ou à observer ou à nous regarder. Mais on le retrouve, moi, très, très souvent chez des enfants en difficulté d'apprentissage, quasiment tout le temps. Je fais donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste avoir le regard pour les analyser et pas considérer que c'est autre chose. Voilà, toujours C'est un mettre, c'est un système un peu de fuite, mais des yeux, du coup, du regard. oui, mais on peut se dire: «Bah, c'est parce qu'il a pas envie d'apprendre ou c'est parce qu'il a envie de flâner». Alors il met les yeux au ciel et puis, il a envie de regarder par la fenêtre. Alors du coup, il a un tempérament un petit peu, vagabond au niveau de sa tête, un petit peu non voilà, ou on peut l'assimiler à d'autres choses, comme ça, qui n'ont l'air de rien et puis, qui sont dans notre langage aussi, puis dans notre éducation. Mmh. Parce qu'on nous dit qu'un enfant rêveur, bah, il a tout le temps, la tête ailleurs, enfin, voilà, il y a des terminologies comme ça. Dans les interactions aussi, on peut observer des difficultés avec des enfants qui se bousculent beaucoup quand ils jouent en groupe.
des enfants qui alors on va dire qu'ils sont chahuteurs, ils sont un petit peu à pousser les autres ou des choses comme ça. Et puis des refus, donc des enfants qui refusent de faire des exercices ou qui refusent de faire des jeux ou des participations. Je peux citer une enfant qui veut tout le temps rester. Alors là, on est un peu dans le cadre de l'école, mais on peut le retrouver aussi dans d'autres choses. Mais un enfant qui va rester tout le temps à côté de la maîtresse pendant le temps de récréation et qui ne voudra pas aller jouer avec les autres, qui voudra un repère et rester à côté de ce repère. Donc, je vais revenir juste là, déjà un petit peu en avance, mais sur les communications visuelles et sur les interactions. Donc, en communication visuelle, un enfant qui ne regarde pas ou qui n'interagit pas comme on pense qu'il devrait le faire, c'est uniquement parce qu'il ne peut pas le faire. D'accord. Le côté psycho, tout ça, voilà. C'est pas ce que nous disent les chercheurs, c'est pas ce que nous disent. Un enfant, lui, il a vocation à interagir, à jouer avec sa vision, avec l'adulte, avec les autres enfants. Quand il y a des choses qui ne sont pas faites, c'est parce qu'il ne peut pas les faire physiologiquement et techniquement, physiquement. Les interactions, c'est pareil. On peut avoir des enfants qui bousculent beaucoup et trouver qu'ils sont chahuteurs. Mais quand on s'apercevra que leur système d'équilibre n'est pas bon et qu'ils n'arrivent pas à se freiner et qu'en vérité, ils ne chahutent pas, ils arrivent simplement sur un obstacle et ils finissent par s'arrêter à cet endroit-là, sur cet obstacle-là. Du coup, là, on peut avoir une interprétation un peu différente. Mais voilà. Après, il y a l'éducation, il y a plein de choses. Mais face à leurs propres difficultés, les enfants peuvent aussi changer leur façon d'interagir et se dire, voilà, si à chaque fois que je rentre dans quelqu'un, ça fait rigoler tout le monde, je vais rigoler à chaque fois parce que ça évitera que je sois un petit peu trop... voilà, si je le fais et que je suis méchant, du coup, je vais me faire gronder encore plus. Et donc, on aura un enfant dit chahuteur qui veut tout le temps plaisanter, mais la base, ça aurait été que son corps n'arrive pas à s'arrêter, n'arrive pas à s'équilibrer et que lui, il a changé un petit peu son interprétation pour que ça passe un peu mieux dans l'environnement dans lequel il est, quoi. Voilà, voilà. Hop. Alors, tout ça, dans ce qu'on peut observer chez l'enfant, c'est avec des diagnostics ou non, des causes. Donc, les diagnostics, ce sont des catégories qui ont été définies par des gens, du corps médical, différentes choses. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a des choses qu'on peut remettre en cause largement, même entre les chercheurs et les médecins, se remettre en cause les uns les autres aussi. Donc, c'est pas que moi sur le sujet. Là, c'est juste de définir un petit peu les grandes catégories qui existent et qui ont été ciblées, que les parents ont reçues comme information. Donc, il peut y avoir des parents qui n'ont absolument aucune information, à qui on dit votre enfant a des difficultés, mais ni les médecins, ni les corps enseignants, ni les orthophonistes, ni les neuropsychologues n'ont mis d'étiquette. Je dirais que de temps en temps, c'est tant mieux. Parce qu'une fois qu'on a une étiquette, on passe dans certaines cases et puis après, on est orienté d'une certaine façon. On le verra avec les troubles neurovisuels. Des enfants qui sont étiquetés sur ce qu'on va voir là sur ce visuel ont peu de chance après d'aller être détectés sur d'autres choses et qui sont pourtant essentielles et qui pourraient résoudre les problèmes plus en amont. Donc, TDAH, déficit de l'attention avec hypermotricité, hyperactivité ou impulsivité, ça dépend un peu des termes qui sont employés. Hyper quelque chose, voilà. Donc, classiquement, c'est hyperactivité, mais hyperactivité, c'est le fait que le corps soit en très fort mouvement, mais ça peut être aussi une hyperactivité intellectuelle dans le fonctionnement. Les 10, on en a plein. Moi, j'aime bien rappeler aux gens que 10, ça veut dire ne fonctionne pas. Et qu'on ne peut pas dire un enfant ou une enfant est un non-fonctionnement. Et là, je trouve que déjà au niveau sémantique, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Donc, si vous avez un dysfonctionnement, vous avez un fonctionnement qui ne marche pas. Mais par contre, on s'est amusé à catégoriser dyslexie pour la lecture, dyscalculie pour les problèmes de calcul, dysgraphie pour les problèmes de graphisme et d'écriture, orthographie donc par rapport à l'orthographe, praxie par rapport à ce que l'on peut tenir ou
voilà, tenir, mais de différentes façons. Phasie sur le langage, dysproprioception. Donc la dysproprioception, ça c'est une notion nouvelle, une terminologie qui a été réintroduite là ces dernières années par Monsieur Kersia, qui est un ophtalmologue et qui travaille sur la dyslexie, les TDAH, la dyspraxie, qui est sur Dijon et qui a fait beaucoup de publications scientifiques très intéressantes et qui permet aussi de redéfinir un petit peu tout ça différemment, qui donne des solutions, qui donne... Parce que tout ça, généralement, on dit que c'est à vie. J'ai fait plein de conférences dans des endroits où on finit par me dire que c'est à vie, que l'enfant, il est comme ça et qu'il ne bougera pas. Moi et donc ce monsieur, mais pas que moi, d'autres aussi, publient des choses où il nous explique bien que ce n'est pas à vie, qu'il y a des solutions, qu'il faut aller les chercher et qu'il faut aller voir donc des professionnels qui permettent d'avoir ces approches. Des atypies, donc on a des atypies quand les choses ne sont pas vraiment définies, on se dit juste que l'enfant fonctionne un peu bizarrement ou différemment ou de façon non académique, non classique. J'ai mis les TSA parce qu'on verra que même tous ces troubles, dyslexie, TDAH, là j'ai pas mis les troubles neurovisuels parce que j'en parle après de façon plus développée. Les TSA, donc troubles du spectre autistique, où on a des attitudes dites autistiques, où on retrouve des routines, des difficultés d'interaction sociale, d'apprentissage, d'alimentation, d'attention. Et ces difficultés, bizarrement, on les retrouve aussi dans les autres troubles. Voilà. Tout est une question de jaugeage et de quantité et de qualité des difficultés, quoi. Donc voilà, pour refaire un petit topo des difficultés définies. Après, on a celles qui ne sont pas définies, mais on peut rencontrer des difficultés. Maintenant, les difficultés sont-elles perceptibles, supportables et insupportables? Perceptibles, j'allais vous dire oui, mais c'est comme tout dans la vie, on ne perçoit que ce qu'on a appris à voir et que ce qu'on connaît. Donc, supportable pour qui? On va se poser la question. Souvent, quand j'ai des enfants en séance, je leur dis alors ça va, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et ils me répondent bon, ça va. Moi, ça va. En gros, c'est les adultes qui ont un problème, moi ça va. Et insupportable de la même façon pour qui? Alors là, donc face à ces difficultés, donc à quoi prêter attention? Donc on va voir un petit peu les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer. Donc moi, je me suis axée, alors là aussi, c'est un choix par rapport à cette présentation. Je pourrais porter attention à d'autres choses, mais là, c'est vraiment un choix par rapport à ce que je présente aujourd'hui. On va porter attention au corps de l'enfant, puisque moi, je considère que l'enfant est très physiologique et très anatomique dans ses premières années, et aux méthodes d'apprentissage, outils, environnement, pédagogue. Alors, je vais aller sur ce qui est plus simple pour moi et qui va nous faire comprendre que finalement, je vais retomber dans la physiologie et l'anatomie de l'enfant encore. Les méthodes, de tout temps, on a eu plein de méthodes d'apprentissage avec des civilisations différentes, que ce soit là en Asie aujourd'hui ou sur le continent africain. On a chacun des cultures différentes. À la fin, si tout se passe bien, on a des adultes qui savent lire et écrire dans leur langue, voire des langues étrangères selon les bains auxquels ils ont été confrontés. Donc, on va dire que les méthodes, elles sont variées, elles sont multiples. Des fois, on apprend des mauvaises choses avec des méthodes pas très bien, mais on les apprend quand même, parce que le corps arrive à apprendre même des choses qui ne sont pas forcément optimales, quoi, mais on les apprend quand même. Donc, on va dire que le corps de cet enfant-là, il arrive à apprendre, grosso modo. Pour les méthodes, il y en a qui ont fait leurs preuves, il y en a d'autres qui sont plus expérimentales, mais on retrouve donc la méthode Montessori. Donc ça, c'est ta partie, je crois. Ouais, et donc, voilà, donc Maria Montessori donc si j'ai calculé, je crois qu'elle mettait en place la méthode à la naissance de mon grand-père qui est né dans les années 1903, je crois, si je me souviens bien. Et donc c'était déjà mis en place alors que mon grand-père naissait. Je ne suis plus toute jeune,
Et donc c'est vraiment des choses qui sont là depuis assez longtemps, qui ont été oubliées, hein, puisque moi je suis d'une génération où on ne parlait pas du tout d'école Montessori quand moi je suis allée à l'école. Et c'est revenu à peu près au début, quand moi j'avais à peu près 25 ans, j'ai vu ça arriver en France. Et puis là, bah, ces dernières années, depuis 10-15 ans, allez, une bonne grosse dizaine d'années, après, savoir s'ils font la vraie méthode Montessori ou s'ils font ce qu'il y a à côté, on a de tout. Voilà. Il y a de tout. Mais c'est quand même une méthode qui peut convenir à certains enfants et qui apporte, voilà, selon les enfants, et qui a quand même beaucoup, beaucoup d'outils et de techniques très, très intéressantes. Alors, pour les autres méthodes, je les ai citées, je ne vais pas vous les développer plus avant. Donc, la méthode Steiner, Feuerstein, qui était un pédagogue qui a travaillé avec des enfants qui étaient plutôt avec des traumas de guerre ou des handicaps importants, et la méthode Singapour par rapport aux mathématiques, Freinet. Donc voilà. Et donc, ce sont des méthodes qui normalement permettent des apprentissages. Et pourtant, chez certains enfants, même avec ces méthodes-là, on se retrouve avec des stress, des difficultés qui perdurent, des choses qui sont complexes. Et c'est là qu'on va passer à une analyse de qu'est-ce qui se passe par rapport à l'enfant et par rapport à ces méthodes. Alors déjà, la méthode respecte-t-elle la nature même de l'enfant? C'est-à-dire qu'entre la théorie que l'on a dans les bouquins ou ce que l'on apprend en formation par rapport à ces méthodes et la façon dont les pédagogues ou les environnements sont mis en place, est-ce qu'on a tout transmis de ce qu'on a appris déjà? Est-ce qu'on fait bien toutes les méthodes qui étaient avec la théorie et puis les mises en place? Parce qu'on peut avoir appris dans une école qui elle-même a appris dans une école et donc avoir des déperditions par rapport à la méthode et puis telle qu'elle était définie. Et est-ce que ces méthodes respectent physiquement, physiologiquement et psychiquement l'enfant? C'est assez classique, mais il faut quand même se poser la question sur le sujet. Pour ça, on ira voir donc sur ce qu'on appelle les sphères émotionnelles. Donc, on en a parlé un petit peu avant, sachant que la partie émotionnelle est un environnement réflexe chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi, mais très présent chez l'enfant. On ira voir les environnements physiques, donc la salle, savoir si on est en salle de cours, en extérieur, comment est organisée la salle, est-ce qu'il y a plein d'affiches partout, est-ce que c'est sobre ou est-ce que c'est en couloir, en cercle, voilà, comme dans des yourtes, hein, où là ça se fait beaucoup actuellement aussi dans des écoles type Montessori ou de nature. On ira voir la nature des apprentissages, donc savoir ce qu'on veut leur apprendre, si c'est plutôt des maths, du français, de la musique ou du sport. Et là, on pourra remettre en question des choses, sachant qu'on peut très bien faire du sport en pratiquant du français et en faisant des mathématiques en même temps. Et donc là, il faut réfléchir à la façon dont on peut transmettre tout ça. Le matériel, les outils, je montrerai après à quel point les outils peuvent être complètement inadaptés sur des choses auxquelles on ne réfléchit pas du tout parce qu'on a grandi, nous, dans des environnements qui nous ont mis ces outils-là et que le rythme, donc la durée, les fréquences, les horaires, on sait. Donc là, je ne vous présente pas des études, je n'aurai pas d'études à partager, mais vous pourrez très facilement aller voir sur le net les études qui montrent que les apprentissages le matin sont plus favorables pour les enfants et que des temps un peu plus libres ou avec des apprentissages moins théoriques sont plus à organiser, on va dire, l'après-midi. Et puis la durée des apprentissages, c'est-à-dire que c'est pas forcément nécessaire de passer 1 heure sur une notion, ça peut être fait en 10 minutes et si c'est au bon moment et ça peut bien s'assimiler et être périn pour l'enfant. Respect de la physiologie, de l'anatomie de l'enfant, donc les horaires, ce que je disais, les temps, les repos, l'alimentation, l'hydratation dont on avait parlé tout au début. Alors je clique, ça doit être ici, voilà. Alors, au niveau des méthodes, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris 2-3 exemples assez flagrants au niveau des méthodes qui vont nous montrer à quel point finalement on fait des choses parce qu'on a été habitué à les faire et puis on se pose même plus la question de remettre en question cette méthode. Donc, on va parler d'écriture parce que c'est un sujet qui est assez prégnant pour les parents et puis on a souvent des problèmes d'écriture avec des écritures qui sont difficiles ou des choses difficiles.
Alors, question numéro 1. Vous allez voir que moi, je fais de l'absurde, mais c'est vraiment pour faire comprendre les choses par rapport à un développement physiologique. La main d'écriture. Donc aujourd'hui, c'est quasiment en maternelle qu'on définit la main d'écriture chez un enfant. Main droite, main gauche. Et moi, je considère que c'est un conditionnement physique, puisque ce qu'on appelle les préférences motrices. Donc, il y a tout un programme moteur qui existe au niveau de l'organisme, et on a ce qu'on appelle des préférences motrices, qui vont être le fait que le corps va préférer aller de l'avant, ou le corps va préférer se déployer d'une certaine façon. Donc là aussi, sur le thème des préférences motrices, vous avez Volodalen avec Christian, je ne sais plus si c'est Christian, mais qui donc sur le net, vous trouverez beaucoup de publications sur les préférences motrices, qui sont un peu plus axées des fois sur le sport, ou mais qui peuvent être axées sur la thérapie aussi. Et donc, définir uniquement la tenue du crayon en droite-gauche, c'est déjà aller à l'encontre des préférences motrices. Et c'est déjà un conditionnement à un âge où le corps n'a pas à être conditionné. Je pose souvent la question absurde, mais je considère que quand il y en a deux, c'est fait pour fonctionner à deux. Et donc, je dis aux enfants ou aux gens, tu préfères marcher sur le pied droit ou sur le pied gauche? On me dit les deux. Donc, s'il y en a deux, c'est fait pour fonctionner à deux. Et je vais considérer que quand ça doit fonctionner qu'à un, c'est parce que l'autre est malade. Alors là, je parle d'un point de vue cerveau et d'un point de vue développement cognitif. Et donc, si à un moment donné, il n'y a plus qu'un seul pied qui fonctionne, c'est parce que l'autre est malade, blessé, ou qu'il s'est passé quelque chose. Mais pour que ce cerveau se développe correctement et qu'il ait toutes ses capacités, il va falloir que ces deux pieds se mettent en route. C'est pareil pour les yeux. S'il n'y en a qu'un qui fonctionne et que l'autre ne fonctionne pas, c'est pareil pour les oreilles, c'est pareil pour les bras. Tout ce qui est à deux dans le corps est fait pour que le cerveau se développe de façon équilibrée. Donc, à partir du moment où on met un conditionnement, on va conditionner le fait que le cerveau ne va plus se développer de façon équilibrée. Et on va conditionner le fait que quand on va vouloir remplir ce cerveau avec des notions théoriques, il ne sera pas là puisqu'il ne sera pas développé de façon équilibrée avec tout. Alors, les disques durs, c'est un terme que j'emploie de façon un peu générique pour faire comprendre rapidement les choses, mais on est d'accord que c'est beaucoup plus complexe que ça, la neurologie, et que les neurones, les connexions, tout ça, c'est plus complexe. Mais on va se dire qu'on n'aura pas tous les tiroirs qu'il faut et ça ne sera pas équilibré comme il faut. Le crayon, je vais vous le montrer après, et la feuille. Donc la feuille, c'est d'entrer dans l'univers de l'enfant quelque chose qui est à plat, alors que lui, à cet âge-là, avant et encore après pour les années suivantes, il va essayer de se construire en 3D. Tout son développement moteur, tout son développement physiologique, que ce soit quand il mange, quand il respire, tout est en plusieurs dimensions. Et là, on va vouloir, dès la petite enfance, puisqu'on est vraiment sur les premières années, là, 3-4 ans, même 5 ans, même 6 ans, c'est relativement tôt, on va vouloir conditionner un fonctionnement dans une dimension qui n'est pas la dimension du développement corporel. Ce corps se développe sur les 3 plans et il a besoin d'évoluer sur ces 3 plans pour créer toutes les connexions neuronales dont on a besoin à l'âge adulte après, et avoir tous les éléments qui sont nécessaires. Alors, après, je ne sais pas si je le fais maintenant. Ouais, non, je vais le faire après. Non, je vais aller sur le crayon, donc je vais aller sur la diapo suivante. Alors, ça, je me suis posé la question à un moment donné. Je me suis dit, dommage que je ne l'ai pas faite plus tôt. Donc là, j'ai fait le tour de main de moi. Donc, voilà, il y a quelques années. Et j'ai fait le tour de main de ma fille. Donc, c'était il y a 3 ans et demi à peu près. Et puis, donc elle avait 7 ans. Aujourd'hui, elle en a 10. Et donc là, on a cette main, mais que j'aurais dû faire quasiment à l'âge de 4-5 ans pour qu'on voit encore plus la différence. Et donc, il se trouve que moi, j'écris, je vais prendre celui-là, voilà, j'écris avec ce crayon-là, avec cette main-là. Et cet enfant-là, qui a la main en rose, elle écrit aussi avec ce crayon-là. Et là, déjà, on aurait dû se poser une question. Oui.
Et donc, j'ai trouvé cette image. En conférence, je montre le gros crayon en bois que j'aime et il y a cette image avec ce gros crayon. Et donc, elle écrit avec cette main-là et ce gros crayon-là. Pendant que moi, j'écris avec cette main-là et ce petit crayon-là. Et donc, je me suis mis à chercher pendant des années des crayons à taille d'enfant et ça n'existe pas. Donc déjà, on voit bien à quel point, souvent pour les parents, je leur explique, est-ce que quand l'enfant a du mal à marcher avec ses chaussures, on lui donne une taille au-dessus, plus grande de 2 ou 3 tailles? Non, il va se casser la figure. Et là, avec le crayon, il va forcément se casser la figure puisqu'on lui donne un crayon au-dessus de 2 ou 3 tailles. Donc il a quand même 90 de chances d'aller se casser la figure pour écrire, puisqu'il n'aura pas un crayon à sa taille. Et même quand il a du mal, alors là, j'en ai pas, souvent on lui met des crayons encore plus gros. Et donc, c'est comme si on mettait des chaussures, bah, allez, on va mettre un petit 42, comme ça, tu vas marcher encore mieux. Ça paraît absurde ce que je dis, je sais que je fais la démonstration par l'absurde, mais c'est quand même une réalité. Et donc, ma solution, nous, donc, puisqu'on est en instruction en famille, dans le cadre de notre apprentissage, la solution, ça a été d'aller chercher une plume d'oiseau, de la fendre. Et cette plume d'oiseau, donc, qui a un diamètre vraiment de 2-3 mm, et ben, contrairement à ce qu'on croit, l'enfant la tient très, très bien. Et plus c'est fin, bah, finalement, c'est comme nous quand on essaye de tenir ce gros crayon. Ben non, lui, c'est fin, et contrairement à ce qu'on croit, il la tient très, très bien. Et il va pouvoir, certes, avoir un geste encore immature, mais il va pouvoir ne pas forcer, ne pas être sur une tension et ne pas être en force sur le résultat qu'il veut obtenir. Et ben donc, comme quand on met des vêtements à la taille de l'enfant, il faut avoir des outils à la taille de l'enfant. Mais on est tellement habitué là sur un crayon, par exemple, à ce que ce soit évident que l'on ne va pas trouver cette logique-là. Avec une logique inverse, c'est que quand on apprend à écrire, on part des gestes les plus grossiers aux gestes les plus fins. Donc autant il faut que l'outil soit comme le vêtement à la taille de l'enfant, autant la trajectoire et les mouvements effectués vont être très larges. Là, je n'ai pas monté de vidéo, mais on peut avoir la vidéo d'un bébé qui marche et on voit que quand le bébé marche, il a ces espèces de jambes qui se lèvent à ça du sol, là, et puis on ne comprend même pas, alors que nous, on a le pied qui se lève à 2 cm du sol. Donc la gestuelle va être très, très ample. Donc, petits outils, trajectoire, mouvement grossier qui vont ensuite vers le plus fin. Donc, ce qui peut résoudre les problèmes dans l'apprentissage de l'écriture, donc là, c'est très, très résumé et très rapide aussi, hein. Donc, c'est des gestes précis à reproduire. Je rappelle que écrire est un geste. On dit geste d'écriture. Un geste se montre. On ne peut pas dire à l'enfant, tiens, je te montre ça sur une feuille, recopie. C'est pas ça un geste. Ça, c'est la conséquence du geste. Bon, là, c'est de l'ordi, hein. C'est la conséquence de la frappe. Mais c'est la conséquence du geste. Donc, c'est ce geste-là qui va créer un graphisme que l'on va voir. Et donc, on voit trop souvent aujourd'hui, mais même dans les enseignants classiques, même dans les cours de soutien scolaire, dans tout ce qu'on voit, on voit trop souvent des choses qui sont montrées que l'on doit reproduire, mais on n'a jamais vu le geste passer. L'enfant doit voir le mouvement et l'activation du geste. Et quand il voit ce mouvement, lui, il matérialise en 3D ce qu'il a vu. Il va le faire en 3D, 2D, 3D, grosso modo. Et ensuite, ça donnera le résultat qu'on veut obtenir sur une feuille. C'est extrêmement important parce que si nos anciens... Là, j'ai partagé une vidéo avec les anciens documents de ma maman que l'on avait conservés, qui a appris à écrire à la plume. Et donc, elle a découvert le stylo que vers l'âge de 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et donc, elle avait des instituteurs debout devant un tableau, noir, vert, peu importe, qui avait un bras qui bougeait et qui faisait des mouvements. Et donc, tous ces enfants qui écrivaient bien des temps anciens, ils avaient ce geste devant eux. Ce n'était pas qu'une question de plume ou de quoi. Ils avaient aussi, de part... alors, il y a des choses à redire sur l'ancien, hein, mais là, ils avaient au moins cette vision. Et donc, eux, ils avaient cette photographie d'un geste qui est particulier. Aujourd'hui, on a beaucoup de professeurs qui écrivent aussi sur des tableaux blancs, en tout petit comme ça. Donc, ils ont un mouvement de poignet, mais il n'y a pas de geste. Avec une craie blanche sur un tableau, on est obligé d'avoir un geste. On ne peut pas, avec une craie blanche, écrire comme ça.
Et donc, ça explique déjà beaucoup de choses au niveau de la qualité d'écriture. Alors moi, ce que je préconise pour bien écrire, c'est d'écrire des 2 mains. Je sais que c'est un truc absolument débile, qui est dans un monde absolument fou. Mais ce que le cerveau, d'un côté, sait faire, il le transmet à l'autre cerveau droit, cerveau gauche. Bon, ça, il y a beaucoup de remises en question là-dessus aussi. On n'est pas cerveau droit, cerveau gauche. Mais d'un point de vue corporel, si on sait se gratter l'oreille d'un côté, on sait se gratter l'oreille de l'autre côté. Et donc, pour l'équilibre du développement cognitif, apprendre à écrire avec les 2 mains, ça favorise déjà de ne pas être dans le conditionnement. Et donc, l'enfant choisira sa main quand il en sera capable et puis s'il veut. Et puis, il y a des enfants qui peuvent écrire moitié d'un côté, moitié de l'autre, tracer d'un côté, dessiner de l'autre. Et donc, écrire avec les 2 mains, c'est déjà s'enlever beaucoup, beaucoup de difficultés. Moi, quand j'ai les gamins en rééducation, la première chose qu'on fait, c'est d'aller retravailler, laisser tranquille le côté qui est fatigué, c'est-à-dire le côté qui aura été sursollicité, conditionné, vraiment, et d'aller travailler avec l'autre main pour retrouver de l'écriture, pour retrouver de la mentalisation, de la spatialisation, et que ça puisse après repartir sur des apprentissages. Comment apprendre à écrire? Sans crayon. Puisqu'on ne peut pas tenir le crayon, on apprend sans crayon. Il nous reste quoi? Nos doigts, notre corps. Donc là, si je te regarde et que je fais ça, normalement, les gens ont compris la lettre que j'ai faite. La lettre A. La lettre A. Ça va. Bon élève. C'est bon. On va essayer un deuxième. Donc là, je vais faire celui-ci et celui-ci. La lettre F. Voilà, ça marche. Donc l'enfant, il a les mêmes capacités que ce qu'on est en train de faire. Et donc là, on peut avoir de la 3D, on peut avoir de la mémorisation. Le geste d'écriture ne sera qu'une finalité parce que au lieu de mettre son doigt, tenir et faire ça, clac, ça sera qu'un détail de l'apprentissage. Tout l'apprentissage se passe avant. Tout ce qu'il faut apprendre se passe avant. Et ça marche très bien avec les grands types de lettres, les lettres d'imprimerie, les cursives. Ça marche aussi très bien. On peut le faire sans problème. On peut le faire en sollicitant des contacts tactiles. On peut le faire, donc je ne sais pas si c'est purement Montessori, mais c'est fait dans les cours Montessori avec la semoule, avec des matières. Exactement, c'est ce à quoi je pensais, à la semoule dans les bacs pour tracer les lettres et laisser l'enfant s'exercer, et aussi aux lettres rugueuses, tout simplement. Voilà. Et donc là, on est sur du tactile et on n'a absolument pas besoin de crayon. Et c'est pas un mal que d'attendre, c'est méchant ce que je dis, mais des fois d'avoir 6-7 ans avant de pouvoir tenir un crayon comme il faut. Et encore, même à 7 ans, vous avez vu la photo, on n'est pas sur une anatomie qui permet de tenir ces crayons-là, quoi. Donc voilà pour mes petits univers un petit peu foufou. Donc ça, c'était un exemple de remédiation pour aller vers des apprentissages qui correspondent à ce qu'est la physiologie. Et puis, j'aimerais que les parents, les professionnels, enfin tous ceux qui sont en lien avec l'enfant, se posent vraiment les bonnes questions, parce que souvent on dit oui, mais il n'a pas envie, il veut pas apprendre, voilà. On se dit que c'est psychique et que l'enfant bute ou veut pas. Moi, je considère que l'enfant est une méchante machine d'apprentissage. Il n'y a pas que moi. Vous pourrez voir les publications donc là de Stanislas Dehaene sur le cerveau, l'apprentissage, les neurones de la lecture, les mathématiques. Enfin, il y a plein de publications. Les travaux de Sylvie Chocron aussi sur la partie neurovisuelle, mais aussi sur toute la partie cognition. Et donc, moi, je considère qu'un enfant, il peut ne pas vouloir apprendre ce que nous, on veut lui donner. Et dans ce cas-là, il s'en va dans son coin et il a envie d'apprendre autre chose. Et il est curieux et il va apprendre. Alors, voilà, chacun. Il y en a même qui m'ont surpris, que j'ai reçu en cabinet, qui avaient à peine 10 ans et qui me parlaient de physique quantique. Je me disais, waouh. Mais par contre, le cours de mathématiques de madame, je sais pas quoi, il s'en fiche complètement, cet enfant. Par contre, il s'intéresse quand même à quelque chose, dis donc. Donc, il a envie d'apprendre. Et nous, si on a un enfant qui n'y arrive pas ou qui vraiment rencontre des difficultés, il va falloir se dire, est-ce que son corps ne pourrait plus apprendre? Et dans ce cas-là, remettre en question quels sont les outils nécessaires pour apprendre.
Quels sont les outils nécessaires pour comprendre, interpréter, reproduire, trouver, réfléchir, mémoriser, entendre, voir, toucher, goûter, sentir, donc là on est sur le sensoriel, exprimer, respirer, dormir, manger ou maintenir une posture, puisque la posture, c'est ce que l'on a actuellement, quand là on est en train de se parler, et quasiment même en position allongée, il y a une forme de maintien de posture. Et se dire à quel stade ça ne marche pas. À quel stade? Est-ce que c'est pour apprendre? Parce que hier, il connaissait bien ses leçons, donc il les a bien apprises. Et puis on se réveille le lendemain matin et puis du coup, il ne sait plus rien. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que ce serait pour mémoriser? Ou alors, est-ce que ce serait pour dormir? Parce que peut-être comme il n'aurait peut-être pas dormi comme il faut et il n'aurait peut-être pas justement pu mémoriser. Ou alors il a appris, mais du coup, il n'a pas pu réfléchir et donc ce qu'il a appris, il n'est pas capable de le ressortir dans le sens, puisque ne pouvant réfléchir à ce qu'il a appris, ça n'a pas de sens, donc il ne va pas redonner quelque chose qui n'a pas de sens. Voilà. Et se dire à quelle étape, là, cet enfant, il rencontre des difficultés dans son apprentissage.